Oh, Vincent Vega, our man in Amsterdam. Jules Winfield, our man in Inglewood. Get your asses down in here. God damn, nigga, what's up with them clothes? You don't need more than that. Where's the big man? Big man's right over there taking care of some business. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré au codage numérique. Pour introduire cette vidéo, observons les logos suivants. Alors, je pense que vous avez reconnu, il s'agit de logos de fichiers audio. Et nous allons plus particulièrement nous intéresser aux fichiers de type WAV et aux fichiers de type MP3. Donc la question que nous allons nous poser de manière générale, c'est que représentent ces logos? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir ce que sont les nombres binaires, et notamment définir l'octet. Ensuite, nous verrons comment numériser un fichier audio. Et enfin, nous verrons le principe de la compression d'un fichier audio. Pourquoi numériser un son? Imaginons qu'une personne est en train de parler. On va enregistrer sa voix. Et donc on obtient ce qu'on appelle un signal analogique. Donc vous avez la grandeur en ordonnée là, qui correspond à l'intensité du son émis par la personne, qui va varier de manière continue en fonction du temps. Alors, imaginons maintenant que l'on numérise ce signal analogique, on obtient donc un signal numérique, et voilà la forme du signal numérique que l'on obtient. Donc vous voyez que ça reproduit quasiment le signal analogique, mais là on voit qu'il y a des défauts, c'est-à-dire que le signal n'est pas très fidèle par rapport au signal analogique. Alors le principe, c'est qu'on va décomposer au niveau du temps là le signal analogique et le convertir en signal numérique constitué, donc ça va être une suite de nombres binaires. Quel est l'avantage du signal numérique par rapport au signal analogique? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce signal numérique, on va pouvoir l'enregistrer et cet enregistrement ne variera pas au cours du temps. Pourquoi? Parce que chaque valeur va être codée en nombre binaire et ne bougera jamais. Donc on va pouvoir le stocker, le partager ainsi. Et deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir le traiter de manière plus facile. On va pouvoir modifier certaines choses ou l'épurer. Qu'est-ce qu'un nombre binaire? Il s'agit d'un nombre qui va être à base de deux symboles uniquement, le 0 et le 1. Dit autrement, il s'agit du langage compris par tout ce qui est informatique. Un exemple, si j'ai une lampe ici, si elle est éteinte, en fait, ça correspond ici à un interrupteur qui indique 0, le courant ne passe pas, la lampe est éteinte. Par contre, si l'interrupteur ferme le circuit, donc il a la position E, la lampe s'éclaire. En fait, c'est vrai ou faux, il y a une tension, il n'y a pas de tension, voilà le principe du langage binaire. Au niveau de la représentation de ce langage binaire, on utilise une case comme ça rouge, qui va pouvoir contenir les deux symboles, 0 ou 1, et on appelle ça un bit. Et si on associe 8 bits, on forme ce qu'on appelle un octet. Quelles sont les différences entre les systèmes numériques décimal et binaire? Pour les comparer, je vais faire apparaître ici le système décimal et ici le système binaire. Donc le système décimal, il comporte 10 symboles. Vous connaissez tous, donc de 0 à 9. Le système binaire, lui, il a uniquement deux symboles, le 0 et le 1. On va prendre un exemple. On va prendre la valeur 5248 en système décimal et on va la décomposer. Je peux dire que c'est 8 fois 1 plus 4 fois 10 plus 2 fois 100 plus 5 fois 1000. Une fois que j'ai dit ça, je vais faire apparaître le nombre 10, parce que c'est un système décimal, en le mettant à la puissance. 1, je peux l'écrire 10 puissance 0, donc je reproduis mon 8, 8 fois 10 puissance 0. 10, je peux dire que c'est 10 puissance 1, donc 4 fois 10 puissance 1. 100, c'est 10 au carré, donc 2 fois 10 au carré, plus 1000, 10 puissance 3, 5 fois 10 puissance 3. Alors, le nombre qui est devant le 10 à la puissance, là, c'est ce qu'on appelle le chiffre, et le 10 puissance quelque chose, c'est le poids. Alors, ce principe-là, je vais le réutiliser dans le système binaire. Et je prends un exemple, je prends le nombre 1, 0, 0, 1. Vous voyez, je vais reproduire le même principe que j'ai utilisé ici, sauf que là, à la place de 10, je mets 2, puisque j'ai un système avec deux symboles, donc 2 puissance 0 fois 1, 2 puissance 1 fois 0, puisqu'il y a 0 ici, 2 puissance 2 fois 0, puisqu'il y a de nouveau 0 là, et 2 puissance 3 fois 8. Maintenant, vous voyez, je fais l'opération inverse. Donc 2 puissance 0, ça vaut 1. 2 puissance 1, ça vaut 2. 2 puissance 2, ça fait 4. 2 puissance 3, ça vaut 8. Donc voilà l'expression du nombre 1, 0, 0, 1. Et là, si je fais ce calcul-là, je pourrais le convertir en système décimal. Donc ça me ferait 8 plus 1, 9. On retrouve la notion de poids ici. Et alors, pour faire cette conversion d'un nombre binaire à un nombre décimal, il faut retenir les poids des 8 premiers rangs. Donc là, on a les 4 premiers, 1, 2, 4, 8. Et donc si on continue, 1, 2, 4, 8, vous voyez, chaque fois je multiplie par 2,
ça va faire 16, 32, 64, 128. Alors un petit exemple, imaginons que je vous dise de convertir donc 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 en base 2 en base 10. Donc vous voyez, il n'y en a qu'un seul qui est à valeur 1 ici. Donc il suffit de multiplier le 8e poids, 128 par 1, et donc je obtiens bien 128 en base 10. Quel est le principe de la numérisation? Je vous fais apparaître de nouveau là mon signal analogique. Vous vous rappelez, il varie de manière continue en fonction du temps. Et donc si je le numérise, voilà ce que j'obtiens. Et on va essayer d'interpréter à quoi correspondent ces marches d'escalier là. Alors, pour le signal analogique, si je me fixe une valeur de temps t, je vais lire la valeur de x correspondant donc à l'ordonnée ici. Donc à chaque valeur de t correspond une valeur de x. Comment je passe de ça à ça? Pour la valeur de t, en fait, moi là, je ne vais pas prendre une valeur de t, mais un intervalle TE, qu'on appelle l'échantillonnage. Donc c'est une certaine durée. Et cette durée-là, qui va être centrée autour de t là, je vais devoir reproduire la valeur de x. Donc la valeur de x va être ici. Et la différence pour un signal numérique par rapport au signal analogique, c'est que la valeur de x ne va pas varier de manière continue. Elle va être, on dit, quantifiée. C'est-à-dire que si je suis là, je ne vais pas pouvoir passer de manière continue à la valeur en dessus ou à la valeur en dessous. Et donc ce delta x, c'est la quantification, et donc ça sera la plus petite valeur qu'on va pouvoir exprimer. Et donc les valeurs vont varier chaque fois de plus delta x ou moins delta x pour passer de l'une à l'autre. Pour bien vous expliquer le principe de la conversion analogique numérique, je vais prendre une animation. Ici, vous retrouvez en rouge notre signal analogique et en bleu le signal numérique. Donc sous forme de, vous voyez, de marche d'escalier ici. Donc là, on voit qu'il n'est pas du tout fidèle. C'est-à-dire un gros décalage entre ce signal bleu qui reproduit à peu près le signal rouge. Alors, tout d'abord, on va voir l'influence de l'échantillonnage. L'échantillonnage, vous vous rappelez, c'est la durée qu'il y a entre deux valeurs ici qui vont être définies donc, pour chaque temps t. Donc si j'augmente la période, vous voyez que ça s'empire. En fait, la période, donc c'est la durée entre deux valeurs. Donc si cette valeur est grande, le signal n'est pas du tout fidèle. Donc j'aurais tout intérêt à prendre une petite période comme il y avait au début. Et là, vous avez la fréquence. Vous vous rappelez, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc plus la fréquence de l'échantillonnage sera élevée, plus le signal sera fidèle. Maintenant, on va voir l'influence de la quantification. Alors la quantification, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de bits que l'on va utiliser pour stocker toutes les valeurs ici en ordonnée, donc les valeurs qu'on a appelées tout à l'heure x. Là, on utilise uniquement 3 bits. Si j'augmente le nombre de bits, vous voyez que j'ai le nombre de possibilités là qui augmente, puisque je peux stocker un plus grand nombre de valeurs, et 5, c'est encore mieux. Donc vous voyez, en résumé, plus le nombre de bits utilisés pour la quantification est élevé, et plus la fréquence d'échantillonnage est élevée, plus mon signal est fidèle, c'est-à-dire il ressemble de plus en plus au signal rouge. Alors on va prendre un exemple. Vous voyez, je me place ici, à cet instant T. En rouge, vous avez la valeur du signal analogique, donc 4,56 volts. Et sur 5 bits, vous voyez ici on utilise 5 bits en langage binaire, on va le coder avec 11100, ce qui correspond à 4,52, donc il y a très peu d'écart, vous voyez, entre signal analogique et signal numérique. Maintenant, si je passe à 4 bits, vous voyez là, je n'utilise plus que 4 bits, donc 1100, et là j'obtiens, si je le convertis en système décimal, 4,33 volts. Donc là, vous voyez, il y a un plus grand écart, et si je diminue encore la quantification, c'est le nombre de bits utilisés, vous voyez, ça s'empire. Qu'est-ce que l'échantillonnage? C'est la décomposition du signal en des intervalles de temps réguliers, donc delta t, et ça va correspondre donc à l'axe des abscisses. Donc nous, on a utilisé jusqu'avant la période d'échantillonnage, justement, qui est égale à delta t, que l'on trace grand T majuscule petit e, en indice, et surtout, vous verrez par la suite, on va utiliser ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage, qui est l'inverse de la période d'échantillonnage et qui s'exprime en Hertz. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus cette période d'échantillonnage est petite, donc plus la fréquence d'échantillonnage est grande, et plus le signal numérique sera fidèle au signal analogique. Qu'est-ce que la quantification? Ça va être le nombre de bits utilisés pour coder chaque valeur au niveau de l'axe des ordonnées. Le nombre de valeurs par bit est donné par la relation suivante, 2 puissance n. C'est-à-dire si j'utilise un seul bit, ça va me donner deux valeurs possibles, 2 bits 4, 3 bits 8, 4 bits 16, 5 bits 32. Vous voyez, chaque fois que je rajoute une case, donc un bit, je multiplie par 2 le nombre de valeurs possibles. Plus le nombre de bits est grand, plus le signal numérique sera fidèle. Comment calcule-t-on la taille en octets d'un fichier numérique? On va prendre l'exemple d'un fichier audio de format WAV pour une chanson stéréo, donc enregistrée sur 2 voix.
Voici les caractéristiques de cette chanson. Sa durée, on va prendre delta t de 3 minutes. La fréquence d'échantillonnage, donc 44,1 kHz. Et la quantification, on va considérer qu'elle se fait sur 16 bits. Alors vous vous rappelez, un octet c'est 8 bits. Donc là je peux dire que ça vaut 2 octets, 2 x 8, 16. Voici l'expression de la taille du fichier. Vous vous rappelez, au niveau de l'abscisse, on va décomposer en intervalles TE. Donc il suffit de diviser la durée totale de ma chanson par la durée d'un intervalle, et donc j'aurai le nombre de valeurs de X, donc données qu'il va falloir que je stocke. Après je multiplie par Q, qui est en fait la taille d'une valeur, donc là j'aurai en octets la taille de mon fichier, mais sur une seule voix. Donc là, comme je suis en stéréo, j'utilise 2 voix, donc il faut que je multiplie tout ça par 2. Alors là, je peux le mettre en forme en remplaçant 1 sur TE par la fréquence d'échantillonnage. Donc j'ai bien delta T fois la fréquence d'échantillonnage fois Q fois 2 puisque je suis en stéréo. Et donc si on fait l'application numérique, la durée, il faut l'exprimer en secondes, donc c'est 3 fois 60, fois la fréquence d'échantillonnage mais exprimée en Hertz, donc c'est 44 100 Hertz, fois 2, Q égale 2, fois 2. Donc si je fais ce calcul, j'obtiens 31 752 000 octets. Le petit O là, ça veut dire octet. Et donc je peux l'exprimer en mégaoctets. Alors 1 méga c'est 10 puissance 6 octets. Donc ça fait bien 31,8 avec l'arrondi mégaoctets. Voilà la formule générale qu'il faut retenir. Donc la taille exprimée en octets, c'est la durée exprimée en secondes, fois la fréquence d'échantillonnage exprimée en Hertz, fois la quantification en octets, fois le nombre de voix. Donc si c'est en mono, on mettra 1, si c'est en stéréo, on mettra 2. On voit qu'un signal audio stocké sur un support numérique prend en général beaucoup de place, d'où l'idée de chercher à le compresser. Alors il existe différents formats de fichiers audio compressés. Nous allons nous intéresser au format de type MP3. Cette technique de compression va consister à supprimer des données. En fait, on va retirer certaines fréquences. Alors quelles fréquences vont être conservées? Il faut savoir que les fréquences audio vont varier sur une très grande gamme. Mais l'oreille humaine, elle, va être sensible uniquement aux fréquences comprises entre 200 et 20 000 Hz. Donc déjà, on peut supprimer tout ce qui est en dessous de 200 Hz, qui va correspondre aux infrasons, et on peut supprimer toutes les fréquences au-delà de 20 000 Hz, qui correspondent aux ultrasons. Le format MP3 va aller encore plus loin. Alors, ils ont étudié que l'oreille a une sensibilité maximale entre 2000 et 5000 Hz. Donc on va conserver uniquement cette plage-là de fréquences. Tout le reste va être éliminé et ainsi on va obtenir un fichier d'une taille moindre, donc dit compressé. Comment caractérise-t-on un fichier compressé? On va utiliser la grandeur suivante, le taux de compression, qui va être défini ainsi. C'est le rapport de la taille du fichier original non compressé divisé par la taille du fichier compressé. Vous verrez que souvent on va le noter plutôt ce format-là avec taille compressée, taille originale. Et on fera en sorte que la taille compressée soit égale à 1. Pour bien comprendre ce principe de taux de compression, j'ai pris ici un fichier au format WAV, c'est un fichier qui est non compressé, dont la taille est de 10,1 mégaoctets. Ici, ce sont des fichiers de type MP3, donc des fichiers compressés, avec différents, alors ça, ce qu'on appelle ça le bitrate. En fait, c'est des kilobits par seconde, qu'on verra juste après. Donc vous voyez, pour le MP3 320, j'ai une compression qui est certaine, mais qui n'est pas la plus comprimée, puisque vous voyez, le MP3 32, là, je suis passé de 10,1 mégaoctets à 117 kilooctets. Pour chaque fichier MP3, on va calculer son taux de compression. Donc là, il suffit de faire le rapport donc, du fichier non compressé, donc 10,1 mégaoctets, que divise 1,14, et on trouve 9. Et voilà comment on le note. En fait, on le note 1, 2.9. C'est-à-dire ça, c'est la taille compressée ramenée à 1, et la taille originale est 9 fois plus volumineuse. De la même façon, pour le MP3 256, je vais diviser 10,1, la taille du fichier non compressé, par la taille du fichier compressé, mais ramené en mégaoctets, donc 0,94. Je trouve 11, cette notation 1, 2.11, etc. Donc là, j'ai 0,47 mégaoctets, donc je trouve 21, donc 1, 2.21. Là, j'ai 235 kilooctets, donc je vais diviser par 0,23 et je trouve 43, 1, 2.43. Et là, j'ai 117 kilooctets, donc ça me fait 10,1 que divise 0,12, donc j'obtiens 86, donc ça fait 1, 2.86. Les logiciels qui permettent de modifier le taux de compression préfèrent utiliser le bitrate. Ça correspond au nombre de bits à la seconde et il est exprimé en kbps, qui veut dire kilobits par seconde. Alors voici une capture d'écran
lorsque justement je veux exporter un fichier audio. Donc ici j'ai choisi le fichier type MP3 et ici vous voyez la qualité apparaît là. Donc là j'ai 256 kilobits par seconde. Donc c'est ça mon bitrate. Et vous voyez, si j'appuie ici sur la flèche là, je vois apparaître les différentes possibilités qui me sont offertes. Donc ça va de 8 kilobits par seconde, ça correspondra à un taux très élevé de compression, puisque j'utiliserai peu de bits par seconde, à un taux de 320 kilobits par seconde, qui est la valeur la plus élevée et qui correspondra à un taux de compression le plus bas. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante: que représentent ces logos? Donc on y avait déjà répondu puisque vous l'aviez reconnu, il s'agit des logos donc de fichiers audio. À travers cette vidéo, nous avons parlé de deux types de formats de fichiers audio. D'abord nous avons parlé du type WAV, donc là il s'agit d'un format audio non compressé. Donc a priori, alors selon la durée, mais il va occuper une certaine place numériquement. Et ensuite nous avons vu les formats de type MP3. Donc là il s'agit de formats audio compressés et on a vu qu'on pouvait jouer sur le taux de compression pour diminuer plus ou moins la taille du fichier. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. We happy? Vincent! We happy? Yeah, we happy. Look,